Merci de nous retrouver pour la 5e partie de notre débat sur les SCPI avec nos deux invités, Jean-Christophe Antoine et Jean-Marc Peter, qui nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation. Jean-Christophe, la question est pour vous, c'est un CGP qui vous la pose, il est à Aix-en-Provence, il est de Cyrus Conseil et c'est Alexandre Formet, c'est sur l'ISR, écoutez. D'abord, merci à Laura et Bogdan de me donner la parole. Ma question est la suivante. En tant que société de gestion indépendante, comment voyez-vous le label ISR et en quoi ce label modifiera votre politique d'investissement futur? Aujourd'hui, ce label ISR est une vraie évolution puisque c'est un label d'État qui va s'appliquer à des fonds immobiliers. Donc, effectivement, c'est très positif pour notre profession. Pour notre part, effectivement, Épargne Pierre s'est engagé déjà dans le cadre de labellisation de cette SCPI sur l'ISR. Bien sûr que ça a modifié la stratégie dans les acquisitions, mais la plupart du temps, les actifs qui ont été acquis depuis maintenant 5 ans, 6 ans, ont été intégrés dans cette politique, notamment au niveau énergie et fluide, mais c'est uniquement une petite partie environnementale. Je vous rappelle que le label ISR recouvre la partie environnementale, sociétale et gouvernance. Donc c'est un panel relativement complet. Mais encore une fois, on a des actions sur toute la société. Et c'est dans notre rôle, puisque là aussi, ça nous permet de communiquer. Chacun fait des choses de son côté et améliore l'empreinte environnementale de ses immeubles. Donc effectivement, c'est un pas en avant, puisque c'est un label d'État, et ça sera une référence sur le marché. On va accueillir maintenant François Nanic en plateau, qui a une question pour vous, Jean-Marc. Bonjour François. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Peter. Bonjour. J'ai une question pour vous. Est-ce que la logistique marche en ce moment? Est-ce que vous en avez dans vos fonds? Et si oui, pouvez-vous nous donner des exemples? Notre SCPI Morante, qui est la plus grosse SCPI française, a vocation à diversifier son risque et aller au-delà des bureaux et au-delà des commerces, et donc s'intéresse beaucoup à cette classe d'actifs de la logistique. Tout le monde entend que le e-commerce se développe. Or, le e-commerce a un besoin féroce de logistique. Donc le e-commerce a besoin de grands entrepôts, ce qu'on appelle les formats XXL, et de plus en plus petits entrepôts, c'est-à-dire la logistique du dernier kilomètre. Et nous avons effectivement dans le patrimoine d'Immorante ce type d'actifs. Nous venons de signer à Bordeaux, quasiment en cœur de ville, un terrain qui fait à peu près 1 hectare, sur lequel il y a une messagerie, c'est Relais Colis, filiale de la Redoute, qui l'exploite. Et nous avons également une messagerie à Gennevilliers, qui est une sorte de hub francilien pour la logistique du dernier kilomètre. Et pour compléter ma question, nous avons également un gros actif de logistique qui est occupé par EDF, sur lequel il stocke les lignes, les poteaux, et qui aujourd'hui sont mis en contribution après les événements météorologiques un peu dramatiques qu'il y a eu ces derniers jours ou ces dernières semaines. Alors pour rebondir sur la question de François, est-ce que vous pourriez imaginer une SCPI juste sur la logistique chez Sofidy? C'est Conceval ou pas? Ça se fait déjà, hein. Il y en a une qui a été lancée il n'y a pas longtemps. Alors l'idée est une bonne idée, mais un peu orthogonale avec notre stratégie. S'agissant d'Immorante, c'est une SCPI qui fait plus de 3 milliards et qui a vocation à se diversifier. C'est une SCPI qui est diversifiée et qui donc va investir dans des classes d'actifs différentes, qui va investir dans des lieux géographiques différents. Et donc, dans la mesure où Immorante va capter des actifs logistiques, je ne me sens pas aujourd'hui de créer une SCPI qui irait investir à 100% en logistique. François, est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Merci Monsieur Peter. Merci pour votre question. Pour la dernière partie de notre débat, on a demandé à nos deux invités de choisir un document, une photo. Jean-Christophe, vous avez choisi une photo, celle que l'on va voir à l'image. Est-ce que vous pouvez nous la commenter? On nous interroge souvent sur la stratégie de la société, les performances de nos fonds, notre politique de développement, etc. Mais cette photo, elle illustre la vraie force d'une entreprise. Elle a été prise lors de notre dernier séminaire. Mais c'est le facteur humain. Le facteur humain, il est au cœur de toute démarche de notre entreprise et ça permet de pérenniser la performance de l'entreprise. On voit aujourd'hui l'aménagement d'espace. Alors, il faut le baby-foot, il faut la salle de sport, il faut tous les services qui vont bien et on se dit, les salariés vont être heureux. Mais non, ça ne suffit pas. C'est le management qui va rendre heureux et les perspectives d'évolution qui vont rendre heureux les salariés. Donc, c'est la force de l'entreprise, c'est réellement le facteur humain, la capacité de transmettre, la capacité de former, la capacité de faire comprendre à tous les salariés la stratégie finale au service des clients et de partager tout cela.
Enfin, et c'est un facteur important Heureusement que vous en avez pas ramené 3 de photos, hein, parce que... et qui explique l'identité de Voisin, c'est que Voisin est à la fois un mariage réussi entre la province et Paris. Notre siège social est à Dijon. Et on a un établissement à Paris et on a à peu près la moitié du personnel qui est à Dijon et l'autre moitié à Paris. Et c'est réellement une force, je vous assure, puisque les compétences sont sur les deux implantations. Et enfin, c'est une mixité, et ne l'oublions pas, une mixité entre les anciens, puisqu'on a beaucoup de gens qui ont plus de 30 ans au sein de l'entreprise, qui ont la mémoire des actifs. Et quand on gère un patrimoine immobilier, c'est une force d'avoir la mémoire des actifs. Et des jeunes qui sont plus en phase avec la mutation profonde qu'on est en train de vivre et qui nous amène aussi d'autres façons de travailler. Donc voilà, c'est important de souligner ce document. Jean-Christophe, merci beaucoup. Jean-Marc, on vous a demandé le même exercice. Alors, cette carte met à bas une sorte de fantasme qui aujourd'hui existe, qu'on appelle aussi commerce bashing. On pense que le commerce a vocation à disparaître face au coup de butoir du e-commerce, d'Amazon, etc. Vous avez sur cette carte, par exemple, le nombre de cafés, de restaurants qui ont été créés depuis 3 ans. Il y en a 700 qui ont été créés depuis 3 ans, parce que quelque part, ok, les réseaux sociaux, c'est bien, encore faut-il, il y a un besoin de convivialité. Autre exemple, les gens dans les grandes métropoles, et les métropoles deviennent de plus en plus grosses, n'ont plus de voitures, et donc ne sont plus en mesure d'aller à l'extérieur pour acheter, de telle sorte qu'on ne peut plus aller, un exemple chez Ikea, Ikea vient dans la métropole. Donc cette carte est une sorte de manifeste que je brandis très régulièrement pour dire non, le commerce n'est pas mort, le commerce va très bien dans les grandes métropoles françaises. Alors c'est le cas de Paris, mais c'est aussi le cas de Lyon, de Bordeaux, de Nantes, et également dans les grandes métropoles européennes, puisque la métropolisation est un phénomène qui est structurel et qui va continuer de se développer. Merci beaucoup Jean-Marc, merci Jean-Christophe, merci aux étudiants qui étaient avec nous, qui ont participé à cette émission au CGP. Alors la 5e et dernière partie de notre débat est terminée. Vous pourrez retrouver les 4 précédentes parties sur notre site Club Patrimoine et sur LinkedIn. Et bien sûr, merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.